Merci d'être avec nous dans ce Midi Actualité, la grande édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, décédé au mois de mars dernier ici à Kinshasa. Il a été décoré à titre posthume au grade des commandeurs dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, et une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez cela en images. Cérémonie de décoration à titre posthume du bâtonnier Mukendi Wamulumba. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais des membres de son cabinet, a rendu un dernier hommage ce jeudi 27 août à Kinshasa au feu bâtonnier Mukendi Wamulumba Jean-Joseph. Suite au décès de ces derniers le 24 mars de l'année en cours, une audience solennelle et publique a été organisée ces jours à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. La Cour de cassation de ce jour est ouverte. Juste après l'audience, la Cour a cédé la place à la chancellerie, d'abord pour la lecture des ordonnances et ensuite pour la décoration proprement dite, à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de commandeur. Au nom du président de la République démocratique du Congo, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume commandeur de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendus à la nation congolaise. Présents à cette cérémonie, les présidents de la Cour constitutionnelle et présidents du Conseil supérieur de la magistrature, les membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, les bâtonniers des différents barreaux et agents de l'ordre judiciaire et avocats ont rendu un dernier hommage au bâtonnier Mukendi. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, via son secrétaire général, Augustin Kabouya, n'a pas manqué de mots. C'est une grande perte pour la nation congolaise et une grande perte pour notre famille politique. Maître Patrick Mukendi Kasongo, avocat et fils du défunt, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à l'illustre disparu pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise. Né le 4 avril 1946 à Bukandé, dans la province du Kasaï central, et décédé le 24 mars dernier à Kinshasa, le bâtonnier Mukendi Wamulumba a exercé plusieurs fonctions, entre autres conseiller au ministère de Mines juste après ses études en Europe et avocat de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. En tant qu'acteur politique, sa carrière a été marquée par la constance et la fidélité à son parti UDPS. Quelques heures après cette cérémonie, une messe d'action de grâce a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le célébrant et recteur de la cathédrale, Abbé Espérance Boindombe, a rappelé les circonstances du décès du bâtonnier avant de saluer sa personne qu'il a qualifiée d'icône pour sa capacité à dire les droits avec élégance. Devant la famille biologique et politique du défunt, ses amis et connaissances, l'abbé Boindombe a précisé à l'attention de l'Assemblée chrétienne que l'état de droit dont est fier aujourd'hui le pays est aussi le fruit du travail de Maître Mukendi aux côtés de ses compères, à l'exemple du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Feu Jean-Joseph Mukendi a laissé derrière lui une veuve, 7 enfants et 11 petits-fils. Au sortir de la cathédrale, le président de la République n'a pas évité le bain de foule venu en sa rencontre, comme à chacune de ses sorties. Lutte contre la Covid-19, les machines portables et caméras pour le test rapide de masse
contre la COVID-19 ont été présentés au ministre de la Recherche scientifique et autres membres du gouvernement. Une invention coréenne. Marie Kalong pour le reportage. Performantes et rapides, ces machines d'origine sud-coréenne, l'une portable pour le dépistage en un temps record et l'autre une caméra à même de prélever la température de la foule, permettent de lutter contre la COVID-19. Elles ont été présentées au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabango, son collègue de la santé, Dr Eteni Longondo, et au secrétaire de la riposte contre la COVID-19 en RDC, Dr Jean-Jacques Mouyembe, en présence de quelques membres du gouvernement. Selon le représentant du consortium Korea-Congo Development Global en RDC, M. Serge Faray, ces appareils permettent de recevoir les résultats contre la COVID-19 en maximum 1h30. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabango, qui a conduit cette délégation, attend l'appréciation de son collègue de la santé pour décider de l'utilisation de ces appareils en RDC en cette période post-confinement. Moi, je suis en train de chercher la nouvelle technologie, la recherche scientifique, l'utilisateur c'est lui. Le gouvernement dirigé par la ville de Tshisekedi est en train de travailler. Nous voulons avoir des solutions pour ces pays. Le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé, a signalé que ces machines sud-coréennes doivent être testées au laboratoire. À notre niveau, nous devons encore les tester parce qu'on en a besoin. Et à l'intérieur, surtout, on n'a pas de capacité. Ce sont ces genres de machines portables surtout qu'on peut utiliser à l'intérieur pour que les gens soient testés. À noter que ces machines qui ont été expérimentées en amont à travers un test sur le ministre de la Santé et celui de la Recherche permettent à la RDC de lutter contre le retard du développement technologique. Autre actualité, en sa qualité de président du comité de pilotage du STAREC, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé une réunion sur les DDR pour le Nord et Sud Kivu et l'Ituri. Les efforts de reddition des ex-combattants ont été salués. Françoise Bouelawaki et Pompon Umba pour le reportage. L'Ituri, le Nord et Sud Kivu, le ventre mou. 3 zones favorables, parfois terrain de jeu des groupes armés et autres milices. À la recherche des solutions, les gouverneurs des 3 provinces ont trouvé comme recette investir dans les zones fragiles. Les échanges avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le jeudi 27 août 2020 ont tourné autour de ce plan. Nous sommes ici en consultation pour un programme que nous avons initié au niveau des 3 provinces, le DDR communautaire, avec un volet très accentué sur la nécessité de l'investissement dans les zones pour atteindre les populations victimes et les populations vulnérables où se déroulent, où se créent des groupes armés. Et cela est dû à certaines causes et pour lesquelles il faut trouver des solutions d'investissement local. Donc, nous avons expliqué aussi quelles sont les questions sécuritaires qui se posent chacun dans sa province, les avancées qui sont très bonnes, tant au Sud Kivu, au Nord Kivu avec la reddition, mais aussi avec au niveau de l'Ituri une avancée après le passage de la délégation qui est conduite par les anciens seigneurs de guerre et qui ont été mandatés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais pour lequel il faut maintenant tout un encadrement, non seulement de ces combattants, mais aussi des populations victimes pour pouvoir sortir de cette période qui a fortement endeuillé non seulement l'Ituri, mais qui continue aussi à endeuiller le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette stratégie fait appel à des moyens importants. Le gouvernement central entend toujours appuyer les actions du développement à la base, malgré la baisse des recettes dues au Covid-19, a insisté le chef du gouvernement. Donc toutes ces questions aussi nécessitent des moyens, tant pour nos forces armées, notre police, nos services de sécurité, que pour le gouvernement provinciaux qui doivent avoir des moyens de prendre en charge leur fonctionnement et toutes les questions d'ordre public qui se posent et pour lesquelles les gouvernements provinciaux sont très sollicités et ont l'obligation de pouvoir répondre à ces sollicitations.
La pacification du pays, un des piliers du programme du gouvernement Ilunkamba. La stabilité des zones aujourd'hui exposées à l'insécurité reste un défi à relever. Faire taire les armes, c'est bien le thème d'une matinée de travail organisée hier par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité sous la coordination de la Commission nationale des armes légères et petits calibres. Nadine Yango, Ibrahim Chako ont signé ce reportage. Dans le cadre de la concrétisation des objectifs durables de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres en République démocratique du Congo, la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres et des réductions de violences armées en République démocratique du Congo a organisé une matinée de travail avec tous les partenaires sous le thème « Faire taire les armes en Afrique d'ici 2020 ». C'est là, sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankombe Malamba. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, le colonel Kombe Patrick. Une fois que les armes légères et petits calibres sont collectées et qu'il n'y a plus ce qu'on appelle prolifération, les comportements barbares liés aux armes devra trouver son apogée. Il y a aussi le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine tel que la sensibilisation des civils, la mise en place des systèmes de collecte des armes, les conditions préalables au stockage approprié des armes. Il y a la nécessité d'un enregistrement approprié au marquage d'armes. Il y a un serveur central que la CNCA-RDC a mis en place. Ce serveur nous permet de retracer toutes les armes, quelle que soit la zone de défense qui peut se retrouver. Cette arme, une fois que l'arme est marquée, d'office, il est retracé par ce serveur. Et ce serveur est consulté même par la haute hiérarchie. Ce qui fait que l'arme marquée en RDC, de partout où elle peut se trouver, elle devrait être retracée. La CNC-ALPC a pour mission de veiller à la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence des Nations Unies sur les commerces illicites des armes légères en République démocratique du Congo. Et puis 10 bourses Excellencia pour les lauréats finalistes du secondaire de l'année 2019. Une initiative de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le coordonnateur de ce programme, Joël Makubikwa, était face à la presse pour expliquer l'importance de ce programme, nous dit Edith Chala et Naisha Kialamouila. Excellencia, c'est ce programme scolaire de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, FDNT en sigle. Pour cette première édition, 114 lauréats sont bénéficiaires des bourses d'études. Parmi eux, 10 vont connaître l'Europe pour leurs études universitaires dans l'Hexagone. Être boursier dans une université française, c'est le rêve de plus d'un jeune diplômé africain. Au fait de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ces 10 jeunes, dont 6 filles et 4 garçons, voient ce rêve se concrétiser. Ils ont de la chance, mais intelligents aussi ils le sont. Dans un pays où le favoritisme, le népotisme et le clientélisme ont pris la place de la raison, que la rue veuille s'assurer de l'objectivité du critérium de sélection n'est pas anodin. Le coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Joël Makubikwa, et le directeur du cabinet adjoint de la première dame, Cédric Nsimba, se sont ouverts aux hommes des médias au cours de ce point de presse pour éclairer toutes les possibles zones d'ombre. Donc le critère sur lequel on s'était basé, c'était le pourcentage. Excellence, c'est déjà pour 2018-2019, il fallait faire un minimum de 84%. Donc tous ceux qui ont fait 84% et au-delà ont eu le prix Excellencia. Ceux qui avaient 89 et au-delà, c'est eux qui ont été sélectionnés pour des bourses à l'étranger, au niveau de la France. Ce qui est bien, c'est que Campus France, le contact entre les étudiants et les universités se fait par Campus France. Donc on n'intervient pas. Il faudrait que l'inscription soit acceptée. Ça, c'est dans le processus parce qu'on n'impose pas. Ce sont des établissements autonomes. Prendre en charge 5 ans d'études post-bac à domicile comme à l'extérieur implique une fortune, surtout quand les bénéficiaires se comptent par centaines. Par souci de transparence, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi n'a rien à cacher, encore moins à se reprocher. Dans un contexte où le passé n'est pas nanti des bons exemples, tout doit être clair.
La seule image de la distinguée première dame offre un avantage comparatif à la Fondation Denise Nyakeru dans la mobilisation de ressources auprès des partenaires. Tout compte fait, Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru premiera l'excellence scolaire au cours des 10 prochaines années en octroyant 1000 bourses universitaires locales et 100 bourses internationales pour 5 ans d'études universitaires. Pendant ce temps, la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo a été lancée par la ministre d'État du genre, Béatrice Lomea Atilité, en présence de plusieurs partenaires. Yvette Makontima, images et commentaires. Les documents des stratégies nationales de lutte contre les violences basées sur le genre révisés, cet outil indispensable est un cadre unique de prévention et de réduction des violences basées sur le genre, ainsi que d'assurance pour une prise en charge holistique des victimes en République démocratique du Congo. Après sa validation le 5 juin 2020 par le gouvernement, ce document final est le fruit d'un long processus de consultation des parties prenantes. Avec un appui technique et financier des partenaires, a été lancé par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea Atilité, en présence de la vice-première ministre et ministre du Plan et présidente du groupe thématique Genre, Élisée Mounemboué. La ministre est près le Premier ministre, Jacqueline Pengue, et les partenaires des agences du système des Nations Unies. C'est un pas qui peut conduire à la tolérance zéro, a indiqué la coordonnatrice des CPFI. Des avancées enregistrées en ce qui concerne le droit de la femme en RDC, constat fait par l'ONU Femmes représentée par Awandia Isek. La patronne du genre s'est apaisantie sur les différentes formes de violence dont sont souvent victimes les femmes. La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres révisées a la particularité d'adresser toutes les formes de violences basées sur les genres, faites aussi bien à la femme qu'à l'homme. Il s'agit de violences domestiques, de mariages forcés et incestueux, de mariages précoces, de harcèlement sexuel en milieu scolaire et professionnel, des avances sexuelles des présents etc. Nous devons avoir un Congo sans violence dans la vie publique comme dans la vie privée. Mais pour y arriver, nous devons mettre en œuvre cette stratégie, cet outil important qui vient d'être mis à notre disposition et avec la contribution et la participation de tous. S'en est suivi la présentation de cette nouvelle stratégie par le coordonnateur national Bernard Lututala, qui a présenté le contour en se basant sur la violence domestique qu'il juge dominante à l'égard des femmes au regard de la courbe ascendante des statistiques. Dans l'actualité également, un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les investisseurs allemands sur le projet Grand Inga. Mireille Ndeke pour le reportage. Grand Inga, méga projet placé parmi les axes prioritaires quinquennales du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de rapprocher davantage les investisseurs dans le secteur énergétique en RDC. C'est dans cette optique qu'un protocole d'accord vient d'être signé le mercredi 26 août 2020 entre la société Evagor, société allemande agissant comme représentant de sociétés allemandes regroupées en consortium Congo Green Hydrogène et la RDC par l'entremise du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, maître Eustache Moanzi Mumbembe. Dr Gerno Wagner, représentant de cette société, s'est dit honoré par la RDC pour ce partenariat. C'est un projet qui est important pour le pays, la République démocratique du Congo, pour démarrer le projet de Inga 3 et utilise l'énergie pour la production de hydrogène vert pour un produit final qui est produit dans le pays et ça donne beaucoup de recettes pour l'État ici, beaucoup d'emplois. Ce protocole d'accord a pour objet la mise en place d'un cadre de collaboration permettant entre les intervenants de deux parties une bonne participation du dit consortium manifestant leur intérêt au développement de phases utiles du projet Grand Inga. Ceci conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en RDC. Ce jour, la République démocratique du Congo a l'intention de développer Grand Inga pour que cette énergie serve au développement du pays, serve au développement du continent et voire même à l'international.
Il s'est de noter qu'en dehors de Inga 3, les Allemands comptent créer une usine de production de l'hydrogène vert, comme ce fut le cas en Australie. L'Allemagne sollicite également son exportation en RDC pour le bien-être de deux peuples. Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, une réunion sur les financements de la réhabilitation des routes urbaines en République démocratique du Congo a eu lieu avec la Banque mondiale qui va financer cette opération, nous dit Eric Kabamba dans ce reportage. Face aux embouteillages monstres qui dérangent la population dans plusieurs grandes villes du pays, les gouvernements congolais, par l'entremise du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou, entrevoient déjà quelques solutions pour mettre fin à ces problèmes. Devant ces délégations de la Banque mondiale, le patron de l'urbanisme et habitat sollicite un financement pour la construction des routes secondaires à travers son projet de développement urbain PDU. Kolwezi, la dernière ville bénéficiaire de construction des routes secondaires par la Banque mondiale, Pius Mwabilou a plaidé auprès de ses interlocuteurs la prorogation de ces projets dans d'autres grandes villes pour le développement de la RDC. Bon, il a pris note de la restructuration du projet et il nous a sollicité de considérer de renforcer notre engagement avec le gouvernement dans le domaine de l'urbanisme. Mais c'est qu'on a souligné dans la réunion, c'est qu'il y a aussi l'élaboration d'un cadre partenarial entre la Banque mondiale et le gouvernement de la RDC. Et là-dedans, c'est sûr qu'on trouve le secteur urbain comme une priorité parmi les priorités. La délégation de cette institution financière dit prendre acte des préoccupations soulevées par Pius Mwabilou avant de promettre les soumettre aux discussions au sein de son institution. En séjour de travail dans le Lualaba, le vice-ministre du budget Félix Momat a visité quelques chantiers de la ville de Kolwezi. Cédric Kenina, image et commentaire. C'est au complexe scolaire Ewabora que le vice-ministre du budget Félix Momat a démarré sa visite guidée aux côtés du vice-gouverneur de la province du Lualaba. Le complexe Ewabora, construit en mémoire d'Mzé Laurent Désiré Kabila, est l'œuvre de l'exécutif provincial. Cette école, qui répond aux standards internationaux en la matière, permet aux enfants de Lualaba d'étudier dans de meilleures conditions. Après Ewabora, direction Quartier Golf, où est érigé les bâtiments de l'Assemblée provinciale ainsi que le bâtiment qui va abriter les bureaux administratifs, l'Assemblée provinciale et les services d'archivage. Les vice-ministres ont ensuite visité l'Institut technique et médical de Lualaba ISTEM, un établissement qui compte en son sein plus de 1500 étudiants. L'aéroport international de Lualaba, encore en construction, a été également visité. Félix Momat s'est rendu également à l'université de Kolwezi, plus précisément dans la faculté des médecines et celle de l'agronomie. Étant une province minière, le Lualaba a pris la décision de construire un grand centre d'hébergement des miniers et leurs produits nommé Centre de négoce, une initiative de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour mettre fin au marché pirate des minerais. Le professeur Félix Momat s'est rendu également à l'hôpital de la place, l'hôpital général Mwangeji. La visite s'est clôturée dans le bâtiment du gouvernorat provincial. Très satisfait de cette visite, le vice-ministre du budget a salué les efforts consentis par les autorités provinciales pour le développement de cette entité administrative. Dans l'actualité également, une école internationale en hôtellerie bientôt ouverte à Kinshasa. Le ministre du Tourisme et la chargée des relations publiques du chef de l'État ont visité les installations de l'Institut Vatel situé dans la commune de la Gombe. Jean-Pierre Ndolo, Demazou. Un diplôme d'État ou un baccalauréat suffit pour prendre son inscription dans cette école d'hôtellerie internationale, Vatel, qui apportera sans doute une bouffée d'oxygène dans le secteur touristique de la République démocratique du Congo, comme le confirme le ministre du Tourisme de la RDC, Yves Mbunkulu Zola. Ce que nous attendons de cette école, c'est la production de personnel de qualité
qui devront également pousser le niveau des services dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'hôtellerie en République démocratique du Congo. La conseillère en charge des relations publiques du chef de l'État, Bibiche Kabengele, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette dernière. Cette école vient à point nommé et va donner un véritable coup de pouce au secteur touristique de la RDC, auquel le chef de l'État attache une attention toute particulière. Selon Bibiche Kabengele, l'Institut Vatel entend accompagner la vision du chef de l'État en transmettant des programmes de formation de meilleure qualité. Le directeur général de Vatel, Roshan Somouda, parle de l'apport de son alma mater au développement du tourisme en République démocratique du Congo. L'Institut Vatel est très intéressé de donner l'opportunité aux jeunes du pays, aux professionnels qui sont déjà dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, de pouvoir se former dans nos écoles. Nous pensons que nous avons une très belle opportunité de contribuer au développement socio-économique du pays à travers le tourisme. Le rendez-vous est donc pris pour le mois d'octobre prochain. L'Institut Vatel dispensera des cours à ses premiers étudiants. D'une visite à une autre, le chef d'état-major adjoint des FARDC a visité la base logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez cela en images. Après sa prise de fonction, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Monique, a effectué dernièrement une visite de commandement et d'inspection médicale dans quelques unités de sa juridiction situées à Kinshasa. Cette visite a pour objectif de s'enquérir des réalités dont fait face les unités du corps de santé militaire. Le général Monique Ngomo a visité successivement la force navale, les dépôts pharmaceutiques centrales et régionales, le groupement des écoles militaires interarmées, l'état-major IMIR, l'état-major groupement médical de la garde républicaine, centre de santé militaire Tchachi, hôpital militaire de la garnison des Badiadingi et les centres de santé militaire Matadimayo et Pem. Au terme de cette visite, à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR, le colonel médecin Moukoko Benitol, commandant du centre, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très contents de viser la commande de cette unité. C'est la première fois que le commandant descend sur le terrain pour voir comment nous travaillons, pour voir quelles sont nos difficultés. C'est vraiment un grand niveau. Nous allons exprimer le problème. Nous avons fait une autre vue que l'on a été vraiment attentif à nos problèmes. Nous espérons que les solutions vont venir. Il s'est rappelé, mesdames, messieurs, que c'est pour la première fois dans l'histoire des forces armées de la République démocratique du Congo qu'une femme commande une si grande unité. Au chapitre des partis politiques, avant de boucler cette édition, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec les cadres et militants de ces partis politiques sur l'actualité politique du pays et la vie de leurs partis politiques, nous dit Alain Bikaï dans ce reportage. Après la trêve observée pendant la période d'état d'urgence, sanitaire proclamée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS reprend avec les matinées politiques un cadre d'échange d'informations entre les dirigeants et la base. Mercredi 26 août, Augustin Kabouya, secrétaire général, était devant les cadres et combattants venus nombreux pour être fixés sur les enjeux politiques de l'heure et la ligne politique à suivre. Le secrétaire général de l'UDPS a commencé par condamner les comportements de certains membres de son parti de la cellule Bilanga de Kasumbalesa. Des pratiques qui occasionnaient des fraudes douanières encouragées et entretenues par certains opérateurs économiques véreux. Le numéro 2 du parti présidentiel a également condamné les dérapages constatés lors du rétablissement de l'ordre public par les éléments des FARDC et de la police nationale à la permanence de l'UDPS Kasumbalesa. Selon les informations à sa possession, un groupe d'opérateurs économiques a déjà saisi la DGDA pour lui signifier qu'il ne sera pas à mesure de payer la douane après le démantèlement de ces militants inciviques, a affirmé Augustin Kabouya. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général d'appeler ces militants à un comportement exemplaire et abandonner toutes les pratiques qui ternissent l'image du parti et du chef de l'État avant d'annoncer à l'assistance la restructuration du parti au niveau des fédérations pour éviter les spectacles de Kasumbalesa.
Concernant le forum sur les réformes électorales organisé par les centres d'appui politologique de l'Université de Liège, Augustin Kabouya a fait savoir au public que son parti ne participera pas à ces assises faute d'invitation. Voilà, au nom de toute l'équipe technique, Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Encore une fois, merci.